Ok, bonsoir à tous. On va démarrer. Je me présente à vous, je suis Luc Breton, je suis le président de l'Institut G9+, qui est un think tank numérique français qui fédère 24 anciens de grandes écoles et universités. On essaye de faire bouger le numérique en France, je pense que c'est ultra nécessaire. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous partagez ce constat. Je vais vous donner 3 jalons majeurs de notre agenda à l'Institut G9+, dans les jours qui viennent, pour que vous sachiez, en dehors de cette conférence qui est magique, avec Mathieu Ricard et Alex Daillon, autour de la bienveillance, qui est un sujet éminemment moderne, ce qui va être notre actualité à l'Institut G9+, encore une fois, dans les jours qui viennent. On a fêté nos 20 ans l'année dernière, donc on se dit que c'est l'âge de maturité pour commencer à exprimer un certain nombre d'idées. Et donc, fin du mois, alors ce sera disponible pour la plage, on va sortir un livre qui s'appelle 2017, 100 idées pour une France numérique. On a interrogé tout sauf des politiciens, il y en a quelques-uns qui se sont glissés quand même parmi les intervenants, mais surtout des entrepreneurs pour qu'ils disent aux futurs candidats à l'élection présidentielle ce qu'il faudrait faire selon eux de façon extrêmement pragmatique pour changer les choses en France et en Europe. La deuxième chose, c'est que le 1er juillet, donc c'est la semaine prochaine, à Vivatech, ici même, au Parc des Expositions, aura lieu un des plus gros événements mondiaux autour des startups et des grands groupes. Et l'Institut G9+ animera l'une des plus grandes conférences qui se nomme The Digital Transformation Manager, Career Skills and Networks. Et je vous invite, donc ce sera le 1er juillet à 16 h. Je vous invite à vous y rendre nombreux. Dernier point d'agenda. Le 4 octobre prochain, le soir, l'Institut G9+ remettra l'Award Startup et Scale-up français lors de la cérémonie, la soirée des Hub Awards. Donc le 4 octobre prochain soir, vous êtes également les bienvenus. Alors nous, on est extrêmement enthousiastes, très excités de vous recevoir grâce à nos amis de Salesforce, cher Mathieu, cher Alex, à l'idée d'écouter votre échange. Pourquoi ? Parce qu'on constate des décalages de plus en plus forts dans notre société. Je vais vous en citer quelques-uns. On voit que l'innovation, elle a à peu près tout ubérisé, ou elle transforme massivement à peu près tout, sauf une chose qui reste relativement archaïque dans toutes les organisations humaines, c'est l'organisation elle-même. Le modèle hiérarchique, verticalisé, parfois autoritaire, ça peut arriver, souvent rigide, et à contrario des startups extrêmement véloces, très agiles, qui vont vite, qui sont organisées sur la confiance et la responsabilité. La deuxième chose, on voit se développer très fort l'entrepreneuriat, le mode self-employed qui progresse très fort aux États-Unis par exemple, et les startups qui nous entourent, qui sont de plus en plus nombreuses, et on voit un décalage très fort avec les organisations, les modes de travail des grandes entreprises. Peut-être que vous pourrez nous éclairer là-dessus dans votre propos. On voit se développer une économie de plus en plus collaborative, interdépendante, ouverte. Alors dans beaucoup de groupes, on parle aujourd'hui d'open innovation et ça n'est plus un washing de plus, c'est vraiment une réalité parce qu'on se rend compte que les écosystèmes, au sens organique du terme, c'est-à-dire où les petits et les grands profitent d'un réseau d'interdépendance vitale, finalement organique, c'est là qu'on revient au basique, est tellement important. Et on en arrive à la conclusion que le capital le plus précieux dans une entreprise aujourd'hui, et pour les collaborateurs qui la composent, c'est probablement le capital social, ce qui faisait le cœur du film de science-fiction de Doctorow et du livre de Tara Hunt de Wuffy Factor, qui est que dans un monde imaginaire futuriste, il n'y avait plus de monnaie, mais le capital social qui ramenait les gens les plus riches au centre du réseau parce que leur utilité sociale était très importante, se substituer progressivement aux monnaies matérielles. Nous entrons donc probablement dans une société où la transparence par construction va être omniprésente parce que Internet aplatit tout, la sincérité, et on ne peut plus finalement bullshiter ni ses clients, ni ses partenaires, et ne plus abuser des positions que l'on a, et ce qui demande une nécessité de redonner du sens au travail, redonner le pouvoir à ceux qui font, les doers. Moi j'appelle ça de façon plus prosaïque les rameurs plutôt que les barreurs. Il y a beaucoup de situations où on voit beaucoup de barreurs et pas beaucoup de rameurs. Et puis rééquilibrer les relations entre les petites sociétés et les grandes structures et injecter cette bienveillance naturelle entre les acteurs d'un écosystème, encore une fois,
qui ne peut pas être durable si il y a d'un côté le camp des gagnants et le camp des perdants. Ça dure un moment et puis on a forcément envie de quitter le camp qui perd. C'est tout à fait naturel. Comprendre qu'alternativement, on peut passer de la situation de client à la situation de partenaire, de fournisseur, d'apprenant, de tuteur, et que ces situations ne sont jamais figées. Alors, dans notre intérêt commun, parce que c'est une option à la fois naturelle et pragmatique, favorable à tous et aux générations futures, car nous dépendons les uns des autres, et ce, dans la durée, usons ensemble de notre pouvoir de bienveillance. Bienvenue, cher Mathieu, cher Alex, je vous invite à me rejoindre. Merci. Merci, c'est rien. Mathieu. Ok. Alors on va éviter de tourner le dos. Voilà, je pense qu'on est... Donc, c'est la dernière session de la journée. Mathieu, merci de nous rejoindre à l'événement Salesforce World Tour. C'est un grand honneur que vous nous faites de pouvoir partager un peu de sagesse avec l'audience de Salesforce. Et en particulier, j'aimerais commencer notre échange par mieux vous connaître et un peu vous demander comment êtes-vous arrivé au bouddhisme, que faisiez-vous avant, quel est votre parcours? Oui, alors bien sûr, l'histoire personnelle, ça peut être à la fois complètement sans intérêt, mais ça peut aussi montrer des raisons qui ont fait que j'ai suivi ce parcours. Exactement. Alors comment j'ai appris à faire du vélo, ça n'intéresse personne, à juste titre. Maintenant, la raison qui a fait que je suis passé d'une vie de chercheur à l'Institut Pasteur, où j'étais entre de bonnes mains, puisqu'il y avait, quand on déjeunait à midi à la cantine, sur une table à 20 personnes, il y avait 3 prix Nobel de médecine, à partir dans l'Himalaya pour survivre avec 40 € par mois à peu près pendant 25 ans avant de revenir. C'est vrai que des fois, ça peut sembler un peu déconcertant. Et donc, sur le moment, d'ailleurs, ce qui a déclenché mon premier voyage, c'est d'avoir d'abord un intérêt pour la spiritualité en général, même si je n'avais pas pratiqué aucune religion. J'étais élevé dans un milieu, disons, laïque. Mais bon, je m'intéressais à ça, et j'ai vu des documentaires montrant la vie et la présence de grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion communiste chinoise. Et j'ai eu l'impression, en voyant ces documentaires faits par Arnaud Desjardins, que je me trouvais devant 20 Socrates, 20 Saint François d'Assise, vivants aujourd'hui dans l'Himalaya. Donc je me dis, il faut quand même que j'aille voir ça. Donc j'ai rencontré certains de ces maîtres qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis je suis retourné tous les ans pendant mes vacances d'été. Mais c'est rétrospectivement que je me dis, mais qu'est-ce que finalement j'ai trouvé là-bas que je n'aurais pas pu trouver ici? Et c'est plutôt ce qui, sur le moment, je ne m'étais pas posé ce genre de questions, mais c'est une question de cohérence. Si vous voulez, j'ai eu la chance, grâce à mon père, Jean-François Revel, de rencontrer tous les penseurs de l'époque. Ma mère est une artiste, Yann Le Toumelin, donc tous les peintres de l'époque étaient souvent chez nous. Moi-même, j'ai beaucoup fait de musique classique, je connaissais beaucoup de musiciens. À l'Institut Pasteur, il y avait beaucoup de grands scientifiques. J'avais un oncle, Jacques Le Toumelin, qui a fait le tour du monde en solitaire sur un bateau à voile sans moteur. Donc, tous les explorateurs les plus farfelus venaient chez nous. Donc, on voyait tous ces gens, pour le jeune homme que j'étais, un adolescent. Et il y avait un côté un peu déconcertant, parce qu'on aurait bien envie de savoir jouer du piano comme un tel, des échecs comme un autre, résoudre des équations mathématiques comme un autre. Mais on aurait voulu avoir leur capacité, leur génie parfois, mais c'était très rare qu'on ait envie de devenir comme eux. Et finalement, si on regardait autour de vous, si vous preniez 100 jardiniers, 100 philosophes et 100 mathématiciens, vous aviez la même distribution de personnes extrêmement chaleureuses, pleines de bon cœur, et d'autres extrêmement difficiles à vivre. Mais le fait d'être même philosophe, ça ne vous prédisposait pas à être l'un ou l'autre. Donc c'était un peu déconcertant comme modèle de vie, si vous voulez. Alors c'est vrai que quand j'ai rencontré des maîtres spirituels, un sage ou une femme sage, eh bien, il y a une cohérence nécessaire.
on ne peut pas dire c'est un grand sage et en même temps, c'est dommage qu'il soit si jaloux, coléreux, etc., etc. Ça ne marche pas. Là, il faut cette cohérence. Il faut que le messager soit le message. Donc c'est ça qui m'a inspiré. Et donc, à force de faire des allers-retours, un jour, je me suis dit, bon ben, finalement, c'est là que j'ai envie de vivre. Donc après avoir passé mon doctorat, quand j'avais 26 ans, ben, je suis allé m'installer là-bas. Un doctorat en quoi? En génétique cellulaire. J'ai étudié la division cellulaire chez les bactéries. C'est très intéressant, c'est passionnant, surtout avec des patrons aussi éminents. Mais en même temps, moi, après, pour moi, la science, qu'est-ce que c'est? La science, c'est une approche rigoureuse de la réalité. C'est-à-dire, vous ne faites pas des affabulations. On essaie de se débarrasser de toutes les distorsions de la réalité, soit en découvrant des choses, soit en expliquant. Or, pour moi, le bouddhisme, alors la science peut s'appliquer à un domaine extérieur, les sciences naturelles, la biologie, la physique, plus intellectuelle, les mathématiques, mais ça peut aussi s'appliquer à la façon dont fonctionne l'esprit. Donc c'est la psychologie, mais la psychologie relativement nouvelle en Occident. Ça a commencé par William James au XIXe siècle, alors que dans le bouddhisme, c'est le cœur de la science de l'esprit et ce qui, en gros, fait le corps du bouddhisme depuis 2500 ans. Donc là, il y avait une richesse, si vous voulez, de science à propos de comment fonctionne l'esprit, les émotions, les mécanismes du bonheur et de la souffrance, qui m'a beaucoup inspiré. Je me dis, tant qu'à passer quelques années sur cette terre, autant aller dans cette direction-là. Et ça s'est continué au fur et à mesure, donc j'étais très heureux de le faire. Et je ne serais probablement pas ici ce soir si, au bout de 25 ans, il n'y avait pas eu un éditeur qui avait l'idée de saugrenue de faire un dialogue avec mon père Jean-François Revel. Et moi, quand ils m'ont contacté, j'ai dit, de toute façon, demandez-lui, mais je me suis dit, il ne va jamais accepter. Un philosophe agnostique connu pour être extrêmement pugnace et sceptique. J'ai discuté avec un moine bouddhiste, même si c'est son fils, il ne va jamais vouloir. En fait, il a accepté. Donc, comme j'ai joué au foot quand j'étais petit, j'ai dit, je vais jouer sur mon terrain. Donc, je lui ai dit qu'il vienne au Népal. Et on a eu 10 jours formidables dans la montagne à discuter. Ça a fait le moine des philosophes. Et brusquement, si vous voulez, ça a été la fin de ma tranquillité, mais en même temps le début d'une autre façon de se relier au monde qui fait que j'ai partagé des idées, me suis retrouvé à droite, à gauche. Et quand on me demande pourquoi je suis là, ce qu'on m'a demandé déjà aujourd'hui, bien sûr, ou sur un plateau de télé, je dis vous m'avez demandé de venir, j'en suis là, je partage des idées qui me sont chères. Si vous ne demandez pas de venir, je suis très bien dans mon ermitage, donc à m'occuper de mes projets surtout humanitaires. Surtout ne repartez pas parce que je pense que notre société évolue et c'est tout l'intérêt de finir cette journée par un échange autour de la bienveillance. Parce que, comme vous l'avez indiqué, il y a une science, la psychologie, la neuropsychologie, et d'un autre côté, il y a le bouddhisme. Et comment vous voyez ces chemins se connecter? Comment vous voyez l'être humain opérer dans la société moderne? Puisqu'aujourd'hui, le thème, c'était l'innovation, la transformation. La société se transforme, ce qui pose beaucoup de stress et d'angoisse pour tous les êtres humains et les professionnels qui sont dans la salle. Donc, comment vous associez les deux? Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes parce que, si vous voulez, je vois beaucoup quand il y a eu des réunions entre science et religion, par exemple. Bon, il y a des grands scientifiques, même des physiciens, qui sont en même temps croyants, religieux. Mais enfin, il faut quand même jongler un petit peu, disons. Et quand on arrive à certaines choses, bon, si on prend les choses au pied de la lettre, l'univers a été créé il y a 6000 ans, en 8 jours, bon, ça ne marche pas trop bien avec la physique contemporaine. Donc à un moment donné, vous êtes coincé, quoi, si vous voulez. Dans le cas du bouddhisme, c'est vraiment une approche empirique de la réalité. Si une chose s'avère ne pas correspondre à la réalité, j'ai aucun problème pour ne plus suivre cette idée. Donc la cosmologie bouddhiste existe, elle était ce que pensaient les gens il y a 2500 ans en Inde, d'avoir que la Terre était au centre de l'univers, un peu comme un univers donc centré sur la Terre. Mais dès qu'ils ont vu que c'était autre chose, ça ne posait pas de problème de l'abandonner parce que ça n'a pas d'intérêt en soi, si vous voulez. Par contre, les mécanismes de l'esprit, quels sont les états d'esprit, les types d'émotions qui vont nourrir votre bien-être, comme la bonté, la bienveillance, l'altruisme, la force d'âme, la liberté intérieure, la fortitude, la résilience, et quelles sont celles qui vont miner votre bien-être et celui d'autrui, comme la haine, l'avidité, la jalousie, l'arrogance, d'être excessivement autocentré. Tout ça, c'est une science qui était valide il y a 2500 ans et qui est tout à fait valide aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, je ne me suis jamais trouvé en porte-à-faux avec mon goût pour la science et la rigueur empirique. Simplement, le domaine d'application, oui, c'est celui de l'esprit. Alors,
Quand il y a eu une collaboration avec la science, et notamment les neurosciences, ça s'est fait très facilement. Parce que vous aviez deux groupes de personnes qui d'abord étudient comment fonctionne la conscience. Les scientifiques étudient qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, comment il change structurellement, fonctionnellement quand vous faites ceci, cela. Soit vous apprenez à jongler et on voit que votre cerveau change, soit vous vous entraînez à la compassion et à la bonté et votre cerveau change aussi. Donc là, c'est devenu une aventure extrêmement passionnante auquel je participe maintenant depuis 15 ans. Je crois que je suis devenu une sorte de flying guinea pig, je ne sais pas comment on dit en français, un cobaye volant. Un cobaye, oui. J'ai dû passer 120 heures dans des IRM et après, convier d'autres de mes collègues à participer à ces travaux de recherche. Et il y a un grand nombre de publications qui montrent effectivement que l'entraînement de l'esprit, c'est quelque chose qui change votre cerveau, votre système immunitaire, fonctionnellement, structurellement, vous n'êtes pas la même personne. Et on voit ces changements commencer au bout d'un mois, s'accentuer avec le temps. Et c'est passionnant, et qu'il n'y a pas une méditation, comme si quelqu'un vous dit « je m'entraîne ». On dit « c'est très bien, mais tu fais quoi? Du rugby, du badminton ?» Non, on s'entraîne à quelque chose en particulier. De même, entraîner son esprit, on peut l'entraîner à la pleine conscience, l'attention, on peut l'entraîner à la bienveillance, qui est quand même assez différent, et dans le cerveau, c'est très différent. On peut l'entraîner à avoir un meilleur... disons, façon de gérer les hauts et les bas de l'existence. Tout ça, ce sont des capacités différentes qui ont des signatures différentes dans le cerveau. Donc d'ailleurs, on a essayé de traduire ça par une sorte d'application, un cursus de méditation. Tout à fait. Nous allons déjà lancer en anglais, mais qui va être lancé en français à l'automne, qui s'appelle Imagine Clarity. On essaie de reprendre à la fois toutes les données de les neurosciences et aussi l'expérience de 2500 ans de vie contemplative. Alors ça, c'est fascinant, parce que vous essayez effectivement d'implémenter ce savoir sous la forme d'une application. Oui, alors, parce que comment est venue l'idée? Comment vous le c'est des amis qui me l'ont proposé. Au début, j'étais un peu réticent parce que je me dis, oui, le contenu, je suis ravi de le contribuer, mais si c'est pour voir ma figure du début jusqu'à la fin, parce que c'est moi qui suis censé enseigner, je me dis, ça va être le point faible de l'application, disons. Donc j'ai essayé d'être très humblement, d'être en quelque sorte le messager, ou le pont, faire le pont entre mes maîtres spirituels et un public occidental, généralement laïque, qui ne s'intéresse pas forcément au bouddhisme. Mais dans la mesure où c'est des choses fondamentales sur la façon dont fonctionne notre esprit, ça appartient à tout le monde. Si vous voulez, si un physicien japonais trouve une nouvelle particule élémentaire, la particule n'est pas japonaise, elle existe ou elle n'existe pas. De la même façon, s'il y a des techniques, des approches de la façon de gérer les émotions, d'entraîner notre bienveillance, qui est un facteur essentiel aussi pour notre propre bien-être et celui d'autrui, en gros, soit ça marche pas, et si ça marche pour tout le monde, en gros. Et la technologie peut être un support pour véhiculer Alors, le si savoir. ça peut permettre de le partager à plus grande échelle, aussi d'éviter que ça soit un peu n'importe quoi. Donc, c'est pas parce que moi j'ai la science infuse, j'ai rien inventé, mais au moins j'ai une sorte de confiance que je me fais l'écho de traditions authentiques qui ont été éprouvées pendant des millénaires, que j'ai vécues de mon mieux pendant 50 ans. Et donc, si vous voulez, l'idée que c'est quand même une certaine forme d'authenticité dans ce qu'on essaie de transmettre. Donc, ça fait plaisir, disons, plutôt que d'offrir au moins des outils qui sont valables, qui ont été éprouvés. Et la technologie nous permet de faire ça. Et je suis particulièrement heureux de savoir que Marc Benioff est maintenant à l'idée de le fondateur de Salesforce, de donner des espaces de méditation dans les bureaux, parce que ça me paraît tout à fait approprié. Alors ça c'est un sujet sur lequel j'aimerais avoir votre perspective. Alors, en habitant et travaillant en Californie, les entreprises sont bien entendu toujours à la recherche de nouvelles manières de créer l'innovation et de développer et de retenir les employés. Donc, les patrons d'entreprises californiens passent beaucoup de temps à essayer d'apprendre la sagesse et comment diriger un environnement social. Donc effectivement, par exemple, à Salesforce, c'est quelque chose qui, quand je suis arrivé, m'avait surpris. On commence les réunions trimestrielles par une séance de méditation avec des moines bouddhistes qui viennent. Et donc, la première fois, je me retrouvais assis par terre, silencieux, et après on fait la revue des chiffres du trimestre. Donc c'est évidemment une culture qui cherche justement à rendre les gens plus bienveillants, connectés et à l'écoute les uns des autres.
Quand on construit un nouvel immeuble, Marc fait venir certains de vos confrères et leur demande qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'espace plus créatif, plus ouvert, plus collaboratif. Et j'aimerais avoir un peu votre perspective sur comment on peut appliquer votre savoir, toute la science que vous avez accumulée, dans un monde professionnel, dans le monde de l'entreprise. Que le monde de l'entreprise est sans doute le monde le plus compliqué d'un point de vue émotionnel, social. Hein. C'est un monde hiérarchique par design. C'est un monde où évidemment notre psychologie des fois peut partir dans tous les sens, à la fois l'angoisse, la peur, le stress, la pression du temps. Donc comment on peut, chacun d'entre nous, au niveau de notre monde professionnel, être plus mindful, être plus bienveillant, être plus connecté avec nos collaborateurs, accepter l'erreur. On a tous, je suis sûr que dans l'audience, on a tous nos moments de honte sur un comportement qu'on a eu dans le monde professionnel, parce que c'est un environnement plus compliqué psychologiquement. Donc, comment vous aidez les entreprises, comment vous abordez ce sujet? Alors évidemment, on peut voir ça à toutes sortes de niveaux. Précisément parce que nous sommes fondamentalement interdépendants. Exactement. Donc on ne peut pas parler d'une personne, d'un individu qui serait une petite unité comme des boules de billard qui interagissent en s'entrechoquant de diverses façons. On ne peut pas non plus parler d'une entreprise comme si c'était une entité totalement isolée du reste, ou d'une société ou d'une nation. Nous sommes fondamentalement interdépendants. Donc ceci dit, c'est un peu comme une fractale, on peut voir ça à différents niveaux de résolution, si vous voulez. Alors déjà, dans l'entreprise, ou comme dans tout lieu de travail, il y a des clichés que peut-être il faut dissiper. J'ai un ami qui s'appelle Jacques Lecomte, qui a écrit qui vient d'écrire un livre sur les entreprises humanistes et qui a fait une enquête et il s'aperçoit en fait 70% des gens sont finalement contents dans leur travail. Donc c'est déjà pas mal. Sinon, les 30% qui ne sont pas, ils souffrent, donc ils le font savoir. Donc ça interpelle davantage. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un endroit... Alors vous parlez de retenir les employés. Moi, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure formule. Motiver ou en tout cas... content de participer à ce qu'on fait. Exactement. S'il faut les retenir de force, à ce moment-là, il faut les attacher sur leur chaise, ce serait plus facile. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qui fait qu'on on est content de travailler quelque part. Alors on sait déjà, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, l'entreprise où il fait bon travailler fonctionne mieux, à tout point de vue. Et aussi la prospérité de l'entreprise. Donc ce n'est pas simplement instrumental, c'est un fait et une conséquence du fait que les gens se sentent bien qui, forcément, ça marche mieux parce qu'ils sont plus inspirés à faire des meilleurs efforts. Et aussi, donc, comme se sentir bien, c'est basé sur quoi? Si vous êtes avec 3-4 personnes et que tout le monde se méfie l'un de l'autre, que vous essayez de... Vous voyez, je donne l'exemple d'Enron, qui a fait un exemple terrible de ce qu'il ne faut pas faire. Il demandait tous les mois à tout le monde de noter de 1 étoile à 5 étoiles tous ceux qu'il connaissait. Et ceux qui avaient 1 étoile 3 mois consécutifs, ils étaient virés. Hein? You are fired, Donald Trump. Donc, vous imaginez l'atmosphère. Vous devez noter le voisin, il va vous noter. Et vous savez que si vous notez mal, évidemment, tout est de haut jusqu'en bas, ça s'est écroulé. Donc c'est le contraire de la confiance, c'est le contraire d'une atmosphère saine. Donc comment est-ce qu'une équipe peut fonctionner de façon idéale? En se faisant confiance. Ce n'est pas forcément les gens qui sont les plus brillants, les plus charismatiques, il y a aussi ceux qui ont des capacités, mais qui peuvent travailler tranquillement dans leur coin. Il y a la créativité qui doit être donnée un certain espace et non pas muselée par une hiérarchie trop rigide. Le fait qu'à Google, ils donnent 20% de leur temps à faire un projet qui leur vient à l'esprit. On ne leur demande pas de compte à part de travailler le reste du temps. Et souvent, les plus grandes idées sont sorties de là. Donc, un espace de liberté, de créativité, de confiance. Pas trop de, justement, cette hiérarchie verticale. Donc, plutôt, l'idée, au lieu d'asseoir des machines avec des rouages, ce qui est le traditionnel, plutôt comme un arbre ou un organisme vivant. C'est l'idée de Frédéric Laloux, de Reinventing Organization, par des unités qui s'auto-organisent avec beaucoup moins de hiérarchie, des gens qui savent ce dont ils ont besoin et qui décident en fonction de ce dont ils ont besoin. Donc tout ça, si vous voulez, c'est quand même basé sur des notions comme la confiance, la bienveillance. A priori, on partage l'information parce qu'on veut du bien à la personne, on ne garde pas ça pour soi. Donc tout ça naît des qualités humaines dont nous avons le potentiel, mais qui sont souvent un peu muselées ou sous-exploitées. On est un être humain à la maison et au travail, on doit fonctionner comme une machine. Donc ça, évidemment, ça ne fonctionne pas.
Donc ça rentre dans le cadre encore plus global d'un projet de société, si vous voulez. Et là, c'est moi cette recherche que j'ai faite pendant 5 ans sur la question de l'altruisme, ce qui m'a passionné, et j'essaie de voir dans tous les domaines, de l'éducation, de l'économie, de l'évolution, de la violence, quelle était l'importance de l'altruisme vis-à-vis de l'égoïsme, etc. Et ce qui m'est apparu avec une évidence très, très puissante, c'est que nous faisons face à beaucoup de défis aujourd'hui. Hein. Et un des gros défis, c'est que nous avons, pour la première fois dans notre histoire, à gérer 3 échelles de temps. Jusqu'à il y a 10 000 ans, si vous voulez, on était 5 millions d'êtres humains sur Terre. Il y a 12 000 ans, ce n'est pas beaucoup. Donc, en gros, l'impact était minime. Aujourd'hui, on a un pouvoir immense. On est rentré dans l'Anthropocène, l'ère où les activités de l'homme sont le facteur principal qui détermine la qualité de la biosphère et de la planète. Donc, la responsabilité est d'autant plus forte. Donc, le pouvoir est énorme. Donc, si vous voulez, maintenant, on a un impact sur des générations très nombreuses à venir. Donc, c'est nouveau tout ça. On a été pris par surprise presque. On n'a pas décidé qu'on allait saboter la planète, chacun individuellement. Donc, le court terme, c'est les fins de mois, le bilan à la fin de l'année, on est obligé de faire bien, de performance, etc. Mais il y a aussi la vie de tous les jours. Si votre vie est misérable chaque jour, à quoi bon? Un pays qui serait le plus riche, le plus puissant, et tout le monde est malheureux, ça ne rime à rien. Donc, l'idée de s'épanouir dans l'existence, dans la famille, dans le travail, dans la société, réaliser ses aspirations, c'est quand même ça qui fait une vie bien vécue. Au moment de votre mort, vous n'allez pas dire « oh, j'ai perdu totalement mon temps ». Donc ça, c'est sûr, un projet de 10, 15, 20 ans, une vie. Et puis, il y a les générations à venir dont maintenant nous sommes responsables. Donc, vous voyez, on doit gérer ces 3 échelles de temps très différentes. Donc, les financiers vous diront « oui, la compassion, c'est très bien, mais enfin, ce n'est pas mon job ». Sauf que, finalement, leurs activités ont un impact. Donc, il faut un concept pour que des spécialistes de l'environnement puissent parler avec des hommes politiques et des personnes qui s'occupent du social, qui puissent parler avec des gens qui s'occupent de l'économie, parce qu'a priori, admettons que la majorité des êtres humains souhaitent un monde meilleur. Hein, les gens qui veulent détruire la planète sciemment et zigouiller tout le monde, c'est quand même une très faible minorité, on ne sait même pas si ça existe. Bon. Mais il faut un concept pour nous permettre de travailler ensemble, que les scientifiques de l'environnement puissent travailler avec des financiers. Et ça, il y a un seul concept, c'est la considération d'autrui. Il n'y en a pas d'autre, parce que l'égoïste ne fera jamais l'affaire. Vous avez davantage de considération pour autrui, vous allez un caring economics, une économie au service de la société et pas le contraire. Ensuite, vous avez au niveau social, réduction des inégalités, favoriser l'éducation, etc., etc., et les générations à venir et les autres espèces. Donc tout ça provient de cette idée. Donc si vous voulez, et en plus c'est une idée qui marche parce qu'elle reflète l'interdépendance. Martin Luther King disait « Nous sommes venus dans des vaisseaux différents, nous sommes maintenant tous dans le même bateau ». Donc en gros, c'est un concept qui marche bien, et je crois, alors maintenant si on revient à l'entreprise, une fois qu'on a vu cette image un peu plus globale, c'est pas si difficile que ça de mettre ça en œuvre. Et tous ceux qui l'ont fait voient tout de suite les bienfaits, combien la situation s'améliore, combien cette bienveillance fait qu'on est moins finalement anxieux, inquiet de l'autre, on est plus prêt à aller vers l'autre, à faire confiance. Et le niveau de confiance est extrêmement important pour la santé d'une entreprise et aussi d'une société. Il y a 50 ans, je termine là-dessus, le sondage d'opinion Gallup a demandé aux Occidentaux, en Europe et aux États-Unis, a priori, quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous êtes prêt à lui faire confiance? Il y a 30 ans, 60% disaient oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est tombé à 30%. Donc une société où a priori les gens ne se font pas confiance, c'est délétère au tissu de la société. Donc, au moins dans l'entreprise, on peut essayer de restaurer cela. Il y a toutes sortes de manières. L'entraînement de l'esprit et la méditation qui permet de mieux comprendre comment notre esprit fonctionne. Ce n'est pas simplement faire le vide et relaxer, ça vous mène nulle part. De toute façon, faire le vide, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Vous avez déjà essayé de faire le vide? De temps en temps, oui. Oui, mais ça ne marche pas très bien, non? Non, voilà. Les choses reviennent beaucoup plus... Par contre, elles se stockent et elles arrivent tout ensemble. Passer 10, 20, 30 minutes à cultiver l'amour altruiste, ça marche très bien. C'est quelque chose qu'on doit faire comme on apprend à faire du piano ou autre chose. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre ça en pratique ensemble aujourd'hui avec notre audience? Oui, de façon très simple, parce qu'en fait, il faut démystifier la méditation. D'accord. Encore une fois, on imagine, ça peut se faire, il faut que ça soit parfait, il faut un peu d'encens, être assis sous un palmier, et puis tout là comme ça, habillé tout en blanc, etc.
Votre esprit, vous avez affaire à lui du matin au soir, que vous le vouliez ou non. Hein? Il peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Il peut créer un enfer dans un petit paradis et vous donner une grande force d'âme et une joie de vivre, même face à des circonstances difficiles. Donc la méditation est un premier outil pour créer cette confiance et cette dynamique dans l'entreprise. Disons que c'est un des outils, mais ce n'est pas seulement un outil, parce que si vous voulez, finalement, notre monde, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont nous traduisons les circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises, en bien-être ou en mal-être. Donc c'est notre esprit qui fait ça. Donc si vous changez un tant soit peu la façon dont vous êtes affecté par les hauts et les bas de l'existence, et vous cultivez en vous les ressources intérieures qui vont vous rendre moins vulnérables, et non pas que vous serez indifférent, blindé, mais simplement comme un chat qui vous le lâchez, il retombe sur ses pattes. Donc vous avez cette confiance que vous allez pouvoir gérer de façon saine, tout en gardant votre sérénité, votre force d'âme, les hauts et les bas de l'existence. Ça, c'est une faculté qui est éminemment précieuse. Donc c'est à ça qu'est destinée la méditation. Ce n'est pas juste faire une sorte de break, comme souvent il faut aller dans un spa ou vous prenez un massage, mais quand vous sortez, c'est pareil, ça recommence. Là, c'est quelque chose qui doit se continuer parce que c'est un processus qui se met en route, et les neurosciences vous diront que c'est exactement comme ça que le cerveau change. La répétition régulière de choses simples, mais qui sont dont le but est de développer une capacité particulière, que ce soit l'attention ou la bienveillance, va peu à peu transformer votre cerveau et ce que vous êtes. Donc la méditation, c'est rien que ça. Donc c'est un peu comme de faire des gammes dans le piano. C'est pas, une sorte de distraction amusante. Mais si la méditation est ennuyeuse, c'est pas de la faute à la méditation. C'est parce que, voilà, c'est un processus de transformation à faire. Alors Mathieu, est-ce que je peux vous demander éventuellement de nous aider avec l'audience? Je ne sais pas si vous pouvez le faire. Donc, est-ce qu'on peut faire une séance? Est-ce que vous pouvez nous apprendre ou nous montrer un petit peu, ou nous aider à découvrir alors, si vous un peu voulez, de méditation? Alors, le setting, c'est pas parfait, donc je ne sais pas si c'est le bon. Ah, bah, c'est pas de problème. C'est pas le problème? Qu'est-ce qu'on risque, hein? Qu'est-ce qu'on risque? Ok, très bien. Voilà. C'est une excellente manière de terminer cette journée. Voilà. Au pire, on ne me réinvitera pas. Hein. Voilà. Je resterai dans mon ermitage. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de techniques de méditation, qui, de plus en plus, qu'on s'appelle à travers de la pleine conscience, qui visent à être pleinement conscient du moment présent et à raffiner notre attention. Donc, je crois que ça se développe de plus en plus et c'est extrêmement bénéfique. Et c'est plutôt cette forme de méditation qu'on a même maintenant dans l'éducation, dans les entreprises. Personnellement, je suis convaincu qu'il faut infuser dans ça une composante de bienveillance. Donc, si je parle de quelque chose, ce serait plutôt la pleine conscience bienveillante, parce que je crois que c'est un facteur essentiel dans la qualité de vie, la qualité de ce qu'on est en tant qu'être humain, et là aussi la manière dont on peut contribuer au bien-être autour de nous. Donc, comme c'est un peu moins, disons, commun dans ce qu'on trouve dans les entreprises, par exemple, et pourtant ça a des effets très bienfaisants. Donc, comment ça se passe? Ça n'a rien de mystérieux, finalement. Nous avons tous, à un moment donné ou à un autre de notre vie, espérons-le le plus souvent possible, ressenti un sentiment de bienveillance inconditionnelle. Ça nous arrive, bien sûr, vis-à-vis d'un enfant, d'un être cher, peut-être même d'un animal, d'un parent, de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qui souffre, et on n'a qu'une envie, c'est que puisse cette personne être heureuse ou être épargnée des souffrances qu'elle traverse. Rien que de la bienveillance. On n'a pas d'agenda, de calcul. Si je suis gentil avec elle, elle me donnera 10 fois plus que ce que je lui donne, etc. etc. Justement, on a envie d'être bienveillant avec cette personne. Sauf que, dans la vie courante, au bout de 15 secondes, il se passe quelque chose. Vous vous levez, la personne s'en va, quelqu'un rentre dans la pièce, il y a un bruit. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on cultive, comme on fait de la gymnastique, comme on s'entraîne au piano. On ne passe pas 15 minutes à cultiver la bienveillance. La seule différence avec la méditation, c'est qu'on va engendrer ce sentiment très puissant en se remémorant ou en imaginant quelqu'un pour qui c'est facile, pas forcément la personne qui n'est pas arrêtée de vous faire des croche-pattes, mais quelqu'un pour qui vous n'avez aucune difficulté à imaginer cette bienveillance. Et puis, vous allez la laisser emplir le paysage de votre paysage mental. C'est-à-dire que faire en sorte que ça soit la composante principale de vos pensées pendant 15 secondes.
Et après, au lieu de laisser ça disparaître et puis passer à autre chose, ben vous allez essayer de poursuivre ça, de le nourrir, c'est-à-dire de maintenir votre attention sur la bienveillance. Si vous êtes distrait, donc d'y revenir. Si elle a tendance à s'amenuiser, à perdre de sa clarté, de sa présence, la raviver, redonner de cette espèce de vivacité, de qualité, et puis, au fil du temps, de corriger ses défauts. Si vous êtes distrait, revenir. Si l'esprit est trop volage, de le calmer. S'il a tendance à sombrer, de le raviver. Donc, c'est tout simple. Simplement, ça va aller sur la durée, et c'est ça qui va faire que nous changeons. Et si vous dites ça en neurosciences, c'est la seule façon que ça fasse changer le cerveau. Donc, je vous propose simplement de commencer pendant quelques minutes à penser à quelqu'un en vie. Ce n'est absolument pas difficile. Et puis, on fera 2 petites étapes de 1 minute pour montrer comment on peut étendre le cercle de ça pour que ce soit seulement quelques personnes privilégiées dans notre vie. Donc, essayez, si ça ne vous ennuie pas. Si ça vous ennuie, pensez à autre chose. Reposez-vous. Et donc, essayons de suivre cela et de le nourrir pendant 2-3 minutes ensemble. Alors, la posture physique, ça n'a pas une énorme importance. Enfin, c'est vrai que si on est complètement avachis comme ça, le risque, c'est qu'on fasse la sieste. Et si on est trop tendu et tout ça, on risque de ne pas être confortable. Donc, simplement une posture équilibrée, sans rien faire de spécial. Mais enfin, quand même, que l'esprit soit clair, soit bien posé. Donc, c'est tout. Il n'y a pas besoin de prendre un air illuminé, comme on dit. Et au bout d'un certain temps, vous dire finalement, imaginons que vous ayez amené à votre esprit un enfant, auquel vous avez cet amour inconditionnel, vous dire, mais pourquoi seulement cet enfant? Pourquoi pas d'autres enfants? Et pourquoi seulement des enfants? Pourquoi s'arrêter à quoi? À 7 ans, 10 ans? Pourquoi pas ne souhaiter à un cercle beaucoup plus large d'êtres sensibles, humains comme d'autres espèces? Puissent-ils être heureux? Puissent-ils être épargnés par les tourments, les souffrances mentales, physiques? Puissent leurs aspirations se réaliser? Donc étendre ce cercle comme un soleil qui brille devant les personnes qui sont devant vous, mais il brille aussi sur l'ensemble de la planète. Et donc, cette idée que ce n'est pas comme une denrée, un gâteau qu'on coupe en petits morceaux et on peut donner juste un morceau à chacun. La lumière du soleil, elle brille, ça ne coûte pas plus cher de briller sur tout le monde. C'est quelque chose de qualitatif, ce n'est pas quantitatif. Donc essayons d'étendre le cercle de notre bienveillance à bien d'autres d'êtres. Bien souvent, on vous dira, oui, ça c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais avec des personnes qui me font du tort sciemment? Comment me relier
des dictateurs sanguinaires. Il ne s'agit pas... Alors là, est-ce que ce n'est pas une barrière absolue à la bienveillance? Là, l'idée, ce n'est pas de se dire, bon, puissent-ils avoir du succès dans leur terrible entreprise, bien sûr, ni de minimiser le mal qu'ils font, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la bienveillance? C'est aussi souhaiter remédier aux causes des souffrances, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient. Donc la bienveillance, ici, peut s'exprimer en souhaitant, puissent les causes qui ont fait qu'une personne est devenue un terroriste, un dictateur, puissions-nous remédier aux causes qui ont fait qu'un enfant de 4 ans a grandi pour devenir plus tard un terroriste. Essayer de remédier pas seulement aux symptômes, mais aux causes. Ou souhaiter que la malveillance, la cruauté, l'indifférence qui habitent l'esprit de cette personne puissent-ils être dissipés. Ça, c'est un souhait qu'on peut faire. Afin de ne pas... un peu comme un médecin qui, quand il voit un fou furieux, il ne va pas l'assommer à coups de bâton, il va l'empêcher de nuire et après voir s'il y a un traitement possible. Donc de cette façon, on peut peu à peu inclure dans ce souhait de remédier aux causes de la souffrance, même les personnes qui se comportent de façon nuisible. Donc restons, pour terminer, encore 1 minute sur cette idée. Donc vous voyez, c'est juste un petit avant-goût. Mais imaginez que vous fassiez ça au lieu de 3 minutes, pendant 10 minutes. Quelque chose va changer. Un processus va se mettre en route. Et si vous faites ça régulièrement, 3 à 4 fois par semaine, eh bien, aussi bien du point de vue de l'expérience personnelle, que si on vous étudie ça avec des neuroscientifiques, ils vous diront que ça change, vous changez. Ce n'est plus la même personne. Et ce processus, vous pouvez le continuer tout au long de votre vie. Il n'y a pas d'âge où on commence, où on termine. C'est un processus permanent de devenir un meilleur être humain pour ensuite mieux contribuer à la société, à ceux qui vous sont chers et aussi en général à l'humanité et à tout ce qui fait que nous sommes ici sur Terre. Alors Mathieu, nous allons terminer la session, mais avant de terminer, j'ai une question. Nous allons distribuer votre dernier livre à l'audience en sortant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce livre, Plaidoyer pour le bonheur? Quelle est l'idée derrière ce livre? Quel est le message? Alors bon, j'ai pas mal de bouquins, souvent à cause de circonstances. Le Moine et philosophe, quelqu'un a proposé que je dialogue avec mon père, Jean-François Revel. Bon, ben, on l'a fait, c'est très bien. Ensuite, j'ai fait un dialogue avec Trinh Antoine, le physicien, parce qu'il voulait le faire lui-même. Et puis, l'art du bonheur, le plaidoyer pour le bonheur, c'est commencé parce que, si vous voulez, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte d'incompréhension sur ce sujet. Dalai Lama avait publié un livre qui s'appelle L'art du bonheur, qui est très beau, mais bon, en France, il y a des intellectuels qui ont dit oh, le bonheur, on en a ras-le-bol. Et la corvée du bonheur, par exemple, on en a parlé. Bon, je me suis dit, là, c'est des gens très intelligents, mais ils ne parlent pas de la même chose. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi? Alors j'ai regardé les définitions du bonheur dans l'histoire de la philosophie, etc. Vous pouvez faire 2 colonnes, vous trouvez toutes les définitions contraires, possibles et imaginables. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose de louche. Alors il y en a qui ont pris une porte de sortie facile. Bergson a dit, chacun doit redéfinir le bonheur à sa façon. À ce moment-là, si c'est, comme disait Aristote, le but de tous les buts, si vous ne savez pas ce que c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est quand même d'identifier des composantes du bien-être. Alors déjà, distinguer d'autres choses. Bon, le plaisir, c'est très bien, mais ce n'est pas pareil que le bonheur. Vous pouvez, d'abord, le plaisir, c'est quelque chose qui s'émousse. Vous mangez un gâteau à la crème, c'est très bien, mais 3, c'est moins bien, et 15, vous êtes malade. Vous écoutez la plus belle musique au monde, formidable, 2 fois, 3 fois, 24 heures sur 24, c'est une torture. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la même chose. Le plaisir peut contribuer au bien-être, mais peut aussi simplement vous faire comporter de façon égoïste, donner lieu à des obsessions qui sont plutôt cause de tourment qu'autre chose.
Le bien-être, finalement, c'est une manière d'être. Ce n'est pas juste des sensations agréables. Et cette manière d'être, ce n'est pas une chose. Il n'y a pas un bonheur avec un grand B, il n'y a pas d'air du bonheur dans le cerveau, ça n'existe pas. C'est un ensemble de qualités humaines qui, mises ensemble, créent une manière d'être qui fait de vous un bon être humain. Alors c'est la bienveillance, en premier lieu, mais c'est aussi la liberté intérieure, de ne pas être le jouet de toutes les pensées sauvages qui vont dans tous les sens. La résilience, le fait d'être capable de gérer les hauts et les bas de l'existence sans vous refermer de façon égoïste sur vous-même. Donc il y a un ensemble de qualités qui, chacune, peut être cultivée. Comment on s'entraîne si vous faites de la musculation, il faut entraîner chaque muscle. Si vous n'aurez que les biceps, vous aurez des gros biceps et des petits mollets, quoi. Donc là, pareillement, toutes ces qualités ensemble font que vous avez un esprit sain qui vous donne les ressources intérieures pour gérer les hauts et les bas de l'existence et de façon altruiste. Notamment, à mon sens, la chose qui m'a le plus frappé dans toute cette recherche pour ce livre et pour celui sur l'altruisme, c'était que le fait que le bonheur égoïste, ça ne marche pas. D'abord, moi, du matin au soir, ça vous rend assez misérable, et vous rendez la vie misérable à tout le monde. Vous êtes quelqu'un de très difficile. Et ça ne marche pas aussi, pas seulement au point de vue expérientiel, mais parce que c'est en porte-à-faux avec la réalité. Nous ne sommes pas, je parlais des boules de billard, des entités isolées. Donc si on fonctionne en se disant, je vais construire mon petit bonheur dans ma petite bulle, je ne suis pas contre le bonheur des autres, mais ce n'est pas mon affaire, ça n'a pas marché, parce que nous ne sommes pas des petites bulles isolées, nous sommes tous interdépendants. Donc déjà, vous êtes en porte-à-faux avec la réalité, ce n'est pas fonctionnel. Tandis que l'altruisme, la bienveillance, la compassion pour ceux qui souffrent, d'abord, les neurosciences vous diront, c'est l'état mental qui est le plus satisfaisant. L'amour, la générosité, la tendresse, on sait très bien que c'est le plus satisfaisant. C'est beaucoup plus satisfaisant de sentir de la tendresse que de sentir de la haine. Et en plus, forcément, les autres ressentent de façon positive. Déjà, sur le plan expérientiel. Ensuite, c'est en harmonie avec la réalité, parce que ça tient compte du fait que si moi-même, je ne me réveille pas le matin en me disant « puis ça souffrir toute la journée », c'est pas très compliqué d'imaginer que je me transporte dans l'esprit de quelqu'un et qui ne va pas en plus souhaiter être malheureux toute la journée, et c'est possible toute la vie. Donc nous avons tous, même si nous ne savons pas comment nous y prendre, cette idée que ça serait mieux de ne pas souffrir. Donc ça, si on reconnaît ça comme dénominateur commun, cette interdépendance fait que vous allez avoir de la considération pour votre souhait de vous épanouir et de ne pas souffrir, donc pourquoi pas en avoir pour l'autrui, donc l'enchaînement est naturel. Donc si vous voulez, toutes ces considérations, et travailler avec des scientifiques, voir ça au niveau social, au niveau de l'évolution. Bon, j'ai travaillé un peu là-dessus, puis voilà le résultat. Très bien, écoutez... Et alors en plus, l'idée c'est aussi, il faut une composante d'action, parce que dire, c'est bien gentil, méditer dans son ermitage sur l'amour altruiste, serait bien d'essayer de faire quelque chose pour aider les autres. Donc dès le départ, quand j'ai fait le premier livre, moi je vivais avec presque rien dans l'Himalaya, quand j'ai vu le contrat qu'on avait proposé à mon père, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? J'en ai pas besoin, donc j'ai fondé, au début c'était même pas encore officiel, mais après on a fondé donc Karuna Sechen, une organisation humanitaire, à laquelle je donne, je fais même pas le détail, 100% de tous mes revenus, donc c'est pas compliqué. Et après, des philanthropes, dont certains sont présents ici, nous ont rejoints. Et donc maintenant, aujourd'hui, avec Karuna Sechen, nous avons 200 projets dans l'Himalaya, au Tibet, au Népal et en Inde. Nous avons eu 400 000 bénéficiaires l'an dernier. Alors on met toujours des chiffres, ça fait toujours très bien, mais enfin, dans la réalité, nous sommes vraiment sur le terrain, dans des lieux à circuler où les autres ONG ne sont pas. Par exemple, au moment des tremblements de terre au Népal, nous avons pu aider 200 000 personnes dans 620 villages. On a choisi les villages les plus reculés, là où il n'y avait pas de route, là où les grosses ONG n'arrivaient pas, parce qu'ils avaient des camions qui ne passaient pas. Et donc on a pu aider toutes ces personnes. Et maintenant, nous continuons, sur 3 ans, à réhabiliter des écoles, énergie solaire, prévention du trafic humain, alphabétisation des femmes, sécurité alimentaire, soins de base, formation, soins de première urgence. Donc tout ça, si vous voulez, c'est à ça que je dédie une bonne partie de mon existence. Et donc, voilà, donc je suis très heureux du fait que justement Salesforce a ce 1-1-1 qui a cette composante philanthropique. Et on en parlait un peu avant. C'est vrai que les entreprises qui ont dans leur ADN cette composante philanthropique, où tout le monde, du patron jusqu'aux employés, participe à ça, et vous donnez 7 jours par an à vos employés pour faire quelque chose pour les autres, ça donne, si vous voulez, un sentiment de sens. Et quand les choses sont un peu plus chaotiques, eh bien, les gens préfèrent continuer parce que ça a du sens. Tout à fait. On parlait de l'exemple dans la Green Room derrière où
la bienveillance à travers une association comme Salesforce.org. Quand nous faisons des enquêtes auprès de nos employés sur les éléments de motivation, qu'est-ce qui fait qu'ils sont heureux de travailler dans l'entreprise, de loin, mais vraiment de loin, leur implication dans notre fondation, et ces 7 jours par an payés par l'entreprise pour aller aider une soupe populaire, pour aller aider une école, pour aller faire un projet caritatif à l'étranger, et de loin l'élément de motivation numéro 1, parce que c'est effectivement une source de bonheur, une source de retour très important. Et on avait cette discussion justement sur les motivations au sein d'une entreprise où en fait l'aspect économique d'un emploi dans nos sociétés modernes n'est plus, ou en tout cas n'est pas la motivation principale. Elle est importante, tout le monde doit vivre et se loger, mais à un certain niveau, la connexion avec l'autre, la connexion avec sa société, avec ce que Marc Benioff appelle les stakeholders, donc en fait l'environnement étendu de la société, est un élément fondamental de la joie et du plaisir qu'on peut avoir de travailler et de créer ou d'innover. Il y a 2 choses que je voudrais peut-être mentionner à ce sujet-là. L'OCDE a fait une grande étude d'opinion. Ils ont donné aux gens 10 facteurs à choisir qui contribuent le plus à la qualité de vie. Il y avait le salaire, il y avait ceci, cela. Numéro 1, qualité des relations humaines. Les gens ne se sont pas trompés là-dessus. Une autre chose, c'est ce livre de Jacques Leconte, Les entreprises humanistes. Il a regardé les entreprises qui font quelque chose par rapport à l'environnement et par rapport à la philanthropie. Et à quel point ça affectait, disons, la prospérité de l'entreprise. Et il s'est aperçu, parce que les gens qui disent « ouais, ça va nous affaiblir, on va tenir compte des externalités, donc on a moins de profit », donc ils vont hésiter. Il s'est aperçu que ceux qui faisaient ça à moitié, c'était une catastrophe. Il valait mieux qu'ils soient greed is good. Ouais. Bon, c'est un modèle que... C'était clair. C'est clair. Et bon, ils ont une certaine réussite momentanément, ça ne dure pas longtemps, ça peut flamber et puis se terminer, mais enfin, au moins, ils sont cohérents. Et il y a ceux qui croient vraiment, qui ont mis ça au cœur de l'entreprise, aussi bien soit pour l'environnement, soit pour une composante sociale. Et ceux-là, on s'aperçoit qu'ils réussissent beaucoup mieux que les autres. Ceux qui font moitié-moitié, un petit peu comme ça, et puis quand ça va plus mal, ils arrêtent, puis c'est surtout pour l'image, pour les brochures, ça leur porte tort presque. Il vaut mieux le faire, soit pas du tout, soit à fond. Donc c'est vrai que l'inspiration d'un leader, ou bien que ça vienne d'auto-organisations comme Frédéric Laloux le préconise, où il y a des grandes entreprises qui ont beaucoup moins de boss et de chefs, et ça marche quand même très bien. Donc là, il y a vraiment un esprit qui imprègne l'ensemble de l'entreprise, et ça fonctionne très bien. Donc il faut aller jusqu'au bout et pas hésiter, pas avoir peur. Alors vous avez absolument raison, et d'ailleurs j'aime bien le parallèle entre les modèles organisationnels et l'importance de développer ce sens caritatif au sein de l'entreprise, parce que ce qu'on voit émerger dans les entreprises à forte croissance, c'est l'explosion des hiérarchies. Et en fait, le monde du travail devient un gros réseau social. Alors ensuite, on peut créer des outils pour améliorer ce réseau social, des réseaux sociaux dans l'entreprise, mais pour créer la culture d'une entreprise qui est une entreprise beaucoup plus plate, beaucoup plus dynamique, où chacun a son rôle et crée sa valeur, la connecter à l'extérieur est très important. On ne peut pas le faire tout seul, isolé. Et ça remet toujours les bonnes priorités de connecter les collaborateurs avec le monde extérieur et savoir donner, savoir partager de son temps. Et quand on revient dans le monde de l'entreprise, et moi j'en ai fait l'expérience personnelle où quand j'ai rejoint Salesforce, j'étais entrepreneur et j'avais pas forcément cet angle caritatif que j'ai développé en travaillant avec Marc. Et ça a été une source de motivation pour moi, mais je sais que ça a été aussi, et j'ai vu avec beaucoup de collaborateurs qui venaient d'autres environnements, clairement un déclic dans leur tête sur même leur comportement interne dans un environnement professionnel. Les deux sont liés, en fait. On ne peut pas séparer ces deux mondes. Donc, si vous voulez, on est déjà des super coopérateurs. Hein. Qu'on le veuille ou non, une ville ne fonctionnerait pas sans une extraordinaire coopération qui n'est pas forcément toujours volontaire ou consciente, mais c'est comme ça que ça marche. Il y a un très beau livre de Martin Nowak à Harvard qui s'appelle « Super coopérateur ». Il montre que l'évolution nous a fait des super coopérateurs. Mais si nous voulons passer le cap, justement, du défi de l'environnement, de l'effritement peut-être un peu parfois de la société, il faut devenir encore plus coopérateur. Donc il y a une révolution qu'il faut faire, c'est vivre la révolution altruiste. Absolument.
C'est la dernière phrase, je pense que c'est une excellente phrase pour terminer notre entretien. Merci. Donc, Mathieu Ricard, merci pour avoir partagé un peu de sagesse à l'issue de cet événement. Merci. Et merci pour votre temps. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Super. Merci. L'essentiel de mes activités aujourd'hui tourne autour de 130 projets humanitaires que mon association Karuna Sechen mène à bien dans l'Himalaya, au Tibet, au Népal et en Inde. C'est le plus clair de mon activité. So how long she's been here? Almost she's going to complete 1 month. नाम क्या है? Not too much pain, no? It's like on and off only. So she's from the same village, no? Only blood company. He's really in pain. We are just trying to manage his pain for a while. La compassion sans action est stérile. Dès qu'il y a une opportunité, dès que quelque chose s'ouvre pour pouvoir agir, il faut rentrer dedans à fond. Je veux dire, il ne s'agit pas de dire « Oh oui, je suis altruiste, mais le monde est ce qu'il est, on ne peut rien faire. » Non, non. Chaque opportunité, chaque possibilité de faire quelque chose, on doit rentrer dans la brèche. Namaste. Seven teacher. And spells, weed, the seeds of it, we get our food, bull, cow, none. You know, we know that single-handedly we can't change the world. We're too small. But when we can make a small change in a small village, we are doing it in a way that the other village can take an example and carry on from there, you know. Other organizations take lead. They see the way it's done. It's not just what is being done. The how and the why is so important. Why are you doing it? How you're doing it.